Une semaine plus tard, l'air à l'intérieur du JNS Social Club sur la 116e rue était stagnant et sentait le café éventé et le vieux bois. C'était le domaine privé de Gaetano Tommy, Galliano, un lieu où se menaient les véritables affaires de la famille, loin du bruit des débits de boissons clandestins et des regards indiscrets de la loi. Galliano était un homme aux habitudes discrètes et au pouvoir immense et discret. Il était dans la quarantaine avancée, avec des cheveux argentés aux tempes et des yeux qui semblaient tout absorber sans révéler une seule pensée. Il préférait les échecs à la boxe, la stratégie aux bagarres de rue, et il voyait en Joseph Valachi un esprit qui fonctionnait de manière similaire. Valachi se tenait devant le bureau de Galliano, un simple meuble en bois encombré de registres et de papiers. Tony Bender attendait près de la porte, un sentinelle silencieuse. La pièce était petite, éclairée par une seule lampe de bureau qui projetait de longues ombres sur les murs. « L'Irlandais, Doyle » dit Galliano, sa voix un murmure grave. Il ne leva pas les yeux de la colonne de chiffres qu'il était en train d'examiner. Il a payé lundi. 500 $? Pas de problème. Non, Tommy, pas de problème, confirma Valachi. Galliano releva enfin le regard. Il se renversa sur sa chaise, le bois craquant en signe de protestation. Vous ne lui avez pas cassé les bras. Vous n'avez pas incendié ses établissements. Vous avez trouvé sa peur et vous l'avez mise en laisse. C'est bien. C'est propre. Cela ne laisse aucun désordre à nettoyer pour la police, ce qui signifie qu'ils n'ont aucune raison de venir rôder autour de notre porte. Il marqua une pause, étudiant le visage de Valachi. Vous êtes ambitieux, Joe. Je le vois. Vous voulez plus que East Harlem. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Valachi resta parfaitement immobile, son expression indéchiffrable. Je sers la famille, Tommy, quoi que vous jugiez le mieux. Un lent sourire effleura les lèvres de Galliano. C'est la bonne réponse, mais l'ambition n'est pas un péché, tant qu'elle sert le bon objectif. Il fit un geste vers une grande carte de New York épinglée au mur. Regardez là-bas. Manhattan, le Bronx. Nous avons l'ordre. Nous avons un système grâce à Charlie Luciano. Chacun connaît sa place. Chacun connaît les règles. Son doigt se déplaça ensuite vers l'est de l'autre côté de la rivière. Et puis, il y a Brooklyn. Il prononça le mot comme s'il s'agissait d'un pays étranger. Un égout, un chaos tentaculaire de gangs irlandais, de voyous juifs et de petites équipes italiennes qui pensent encore que nous sommes en 1920. Ils se battent pour des miettes. Un quartier par-ci, un quai de chargement par-là. Il n'y a pas de structure. Personne aux commandes. Juste une centaine de petits rois assis sur des trônes d'ordures. Galliano se leva et se dirigea vers la carte, les yeux fixés sur la vaste étendue de Brooklyn. Il y a plus d'argent à gagner sur les quais de Red Hook en une semaine que dans tous les tripots de Harlem en un mois. Alcool, stupéfiants, syndicats, loterie. Tout est là, attendant quelqu'un avec la vision de l'organiser, de le contrôler. Il se retourna vers Valachi. « Je t'envoie là-bas, Joe. Tu prendras Bender et quelques autres garçons. Tu ne rendras compte qu'à moi. Ta première tâche est petite. Apprends le terrain. Je veux que tu regardes les loteries le long de Columbia Street. Elles sont gérées par une douzaine de 100 grades différents. Je veux qu'elles soient gérées par un seul quelqu'un. Toi. » La mission était à la fois un test et une opportunité. C'était un vote de confiance qui plaçait Valachi dans le territoire le plus dangereux et potentiellement le plus lucratif de la ville. Échouer signifiait être englouti par le chaos. Réussir signifiait construire l'empire dont il avait rêvé. « Je comprends, Tommy », dit Valachi, la voix ferme. 2 nuits plus tard, Valachi traversa le pont de Brooklyn au volant d'une Ford berline noire de 1930. L'ossature d'acier s'élevait autour de lui comme les côtes d'une bête colossale. À sa gauche, les lumières de Manhattan scintillaient, une constellation familière et ordonnée. Devant lui, l'obscurité de Brooklyn était ponctuée par les feux épars de l'industrie et les lampes tamisées de ces rues interminables et sinueuses.
On sentait la différence dès que les pneus touchaient le pavé de l'arrondissement. L'air était plus lourd, chargé de l'odeur de la fumée de charbon et de l'arôme lointain et salin de l'Atlantique. Ce n'était pas le monde compressé et vertical de Manhattan. C'était une frontière. Il a descendu vers Red Hook, les phares de la voiture fendant les ombres des entrepôts monolithiques qui surplombaient les rues pavées. Les dockers, ayant terminé leur quart, se déplaçaient en groupe, au visage sombre des quais, vers les saloons qui bordaient le front de mer. Ce n'étaient pas les gangsters tape à l'œil de Harlem. C'étaient des hommes durs aux mains calleuses et aux yeux plats et impitoyables. Valachi gara la voiture et, avec Bender à ses côtés, entra dans un bar miteux appelé « Le Nid de Corbeau ». L'endroit était bondé, bruyant des paroles pâteuses de marins et de dockers. Il ignora le bar et prit une petite table au fond. Il n'était pas là pour boire. Il était là pour observer. Pendant près d'1 heure, il observa un homme maigre au fedora taché passer de table en table, collectant des bouts de papier pliés et des billets de dollars froissés. L'homme était un coureur de chiffres, un fantassin dans l'armée désorganisée qui contrôlait la loterie locale. Il était insignifiant, sans nom, un fantôme dans la machine. Et il était sur le point de devenir le premier coup de Joseph Valachi sur l'échiquier. L'homme maigre, dont le nom était Frankie Costello, aucune relation avec le chef du quartier chic, un fait qui définissait toute son existence de petit truand, fourra les derniers billets froissés dans une sacoche en cuir usé. Il jeta un regard nerveux autour du Crow's Nest, fit un signe de tête au barman et se glissa par l'entrée arrière dans l'air frais et humide de la ruelle. Le passage étroit, glissant de crasse et empestant la bière éventée et le poisson pourri d'une benne à ordures voisine, était son raccourci habituel vers la rue où il avait garé sa voiture. Il avait fait ce trajet 1000 fois. Ce soir serait différent. Il n'avait pas fait plus de 3 pas lorsqu'une grande silhouette se matérialisa depuis les ombres les plus profondes, bloquant son chemin vers la rue. C'était Tony Bender. Il ne dit rien, se contenta de se tenir là, un mur inamovible de laine sombre et de muscles. Frankie se figea, son cœur martelant contre ses côtes. Il se tourna pour battre en retraite dans le bar, seulement pour trouver l'autre homme, celui avec les yeux calmes et observateurs, se tenant directement derrière lui, bloquant la porte. Joseph Valachi s'avança dans la faible lumière qui filtrait d'une fenêtre crasseuse. « Bonsoir, Frankie », dit Valachi, la voix calme, presque conversationnelle. C'était le manque d'agressivité qui était le plus terrifiant. Les voyous hurlaient et se pavanaient. C'était tout autre chose. « Tu as eu une nuit chargée ? Combien y a-t-il dans le sac ?» Frankie serra le sac contre sa poitrine. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien. » Sa voix était un couinement fin et chevrotant. Valachi sourit, une expression fugace et froide. « S'il vous plaît, Frankie, nous vous observons depuis 1 heure. Nous savons que vous collectez les bordereaux de numéros pour Shark et Finn. Nous ne sommes pas ici pour vous voler. Nous sommes ici pour vous offrir une nouvelle opportunité d'affaires. » Il fit un autre pas en avant, et Frankie put sentir la faible odeur de son eau de Cologne, une odeur propre et piquante qui était totalement déplacée dans cette sale ruelle. À partir de ce soir, le racket des numéros de Columbia Street a une nouvelle direction. Ma direction. Les yeux de Frankie allèrent de Valachi à la silhouette imposante de Bender. La panique montait dans sa gorge. « Vous ne pouvez pas faire ça. Sharkey Finn va me tuer. Il va vous tuer. Sharkey Finn est un dinosaure, dit Valachi d'un ton dédaigneux. Il gère ses affaires comme un magasin de bonbons de quartier. Une 12aine de coursiers, pas de comptabilité centrale, pas de vraie protection. C'est inefficace. Désormais, vous m'apporterez vos recettes. Tout sera rationalisé. Tout le monde sera plus en sécurité. Et tous ceux qui coopéreront gagneront plus d'argent. C'était la méthode de Valachi, perfectionnée dans les arrière-salles de Harlem. Il ne se présentait pas comme un conquérant, mais comme un modernisateur, un organisateur.
Il proposait un meilleur système, et l'alternative implicite était un retrait rapide et brutal de tout système. « Je ne peux pas, » balbutia Frankie en secouant la tête. « Sharkey est mon cousin. » L'agréable démineur de Valachie disparut en un instant. Ses yeux se durcirent. « Je sais. Je sais aussi que ta sœur, Lena, travaille comme couturière à l'Amalgamated Garment Factory, rue 39e. Elle termine son service à 9 heures. C'est une longue et sombre marche jusqu'à l'arrêt du tramway. » Il laissa les mots planer dans l'air, chacun une pierre parfaitement pesée. Il ne menaçait pas de lui faire du mal. Il constatait simplement un fait, une vulnérabilité. Il montrait à Frankie que son monde n'était plus le sien, c'était une carte, et Valachie en avait une copie. Le sang quitta le visage de Frankie, il comprit. Ce n'était pas une négociation. Lentement, les mains tremblantes, il tendit le sac en cuir. Valachie le prit, il ne le mit pas dans sa poche. Au lieu de cela, il l'ouvrit, sortit la liasse de billets et commença à les compter sous la faible lumière. 187 $, une bonne nuit. Il détacha 20 $ de la liasse et les rendit à Frankie. C'est ta part. 10%, plus un peu plus. C'est plus que ce que Sharkey te donne, n'est-ce pas? Frankie hocha la tête en silence, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de confusion. Et vous continuerez votre route normalement, instruisit Valachie, sa voix redevenue professionnelle. Chaque soir, à 11 heures, vous me rencontrerez ici, moi ou mon associé. Vous remettrez les collectes. Vous recevrez votre commission. Si quelqu'un pose des questions, vous direz que rien n'a changé. Si Sharkey Finn demande, vous lui direz que Joseph Valachie lui envoie ses salutations et serait heureux de discuter de l'avenir des quais de Brooklyn avec lui à sa convenance. Il glissa les 167 $ restants dans la poche de son manteau. C'était une somme dérisoire, à peine suffisante pour couvrir une semaine de loyer, mais il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait d'un principe. C'était la première brique dans la fondation de son empire. « Nous en avons fini ici, » dit Valachie. Il fit signe à Bender de s'écarter. Le chemin était dégagé. Frankie Costello, le coureur des chiffres, sortit en trombe de la ruelle comme un rat effrayé et disparut dans la nuit. Valachie et Bender marchèrent calmement dans la direction opposée, leurs pas résonnant sur les pavés. Ils ne regardèrent pas en arrière. « On podiot prem kfinu » dit Bender, sa voix un grondement sourd. « Bien sûr qu'il le fera » répondit Valachie, une pointe de satisfaction dans le ton. « C'est le but. On ne prend pas le château d'un homme en s'introduisant par une fenêtre. On s'avance jusqu'à la porte principale et on lui dit qu'on est le nouveau roi. » Il regarda le port sombre, les navires au mouillage comme des géants endormis. « Maintenant, nous attendons que le dinosaure rugisse. » 2 jours passèrent. Le silence qui suivit le coup de Valachie n'était pas un signe de paix, mais d'une tempête qui se préparait. Dans l'arrière-salle de Finn's Meats, sur Van Brunt Street, l'air était épais de l'odeur de sueur, de saumure et de sang. Des carcasses de bœuf et de porc pendaient de lourds crochets en acier, projetant de longues ombres grotesques sur les murs. C'était la salle du trône de Sharkey Finn, un colosse au visage rubicond, au point de la taille de jambon de fête, et au tablier de boucher jamais entièrement propre. C'était une relique d'une époque révolue, un chef de gang qui régnait par la force brute et les menaces bruyantes, et il tenait audience, un couperet de boucher à la main, hachant nonchalamment un bloc de suif. La porte s'ouvrit en grand, et Frankie Costello trébucha à l'intérieur, le visage pâle et luisant de sueur. Il avait l'air d'un homme qui avait vu un fantôme. Sharkey Finn ne leva pas les yeux. « Qu'y a-t-il » grogna-t-il, le couperet s'enfonçant dans le bloc de bois. « Les flics t'ennuient encore ?»« Non, Sharkey. Pire » halta Frankie, essayant de reprendre son souffle. Il expliqua ce qui s'était passé dans la ruelle derrière The Crow's Nest 2 nuits auparavant. Il raconta chaque détail, l'homme tranquille au costume cher, le géant silencieux qui lui barrait le chemin, la connaissance étrangement précise de l'emploi du temps de sa sœur Lena. Quand il eut terminé, le seul son dans la pièce fut le battement rythmique de la feuille de boucher. Finalement, Finn s'arrêta.
Il planta le couperet profondément dans la planche et tourna ses petits yeux porcins sur son cousin. Valachie, quel genre de nom est-ce? Un petit nouveau de Manhattan, un peu comme un voyou, pense pouvoir entrer dans mon quartier et prendre ce qui m'appartient. Il éclata d'un rire retentissant et incrédule qui résonna sur les murs carrelés. Deux de ses hommes de main, une paire de frères costauds nommés Mickey et Sean O'Malley, sourirent de leur poste près de la porte. Il a dit qu'il voulait te parler de l'avenir des quais, murmura Frankie. Le rire de Finn mourut instantanément, remplacé par une fureur profonde et grondante. Il arracha le couperet du billot et le pointa sur Frankie. L'avenir. Je suis l'avenir. Je dirigeais ces quais quand ce petit voyou nageait encore dans les testicules de son père. Une menace contre ta sœur, c'est ça? Ces Italiens n'ont aucun honneur. Ils se battent avec des femmes et des murmures. Il se tourna vers les frères O'Malley. Sa voix tomba en un commandement rocailleux. « Mickey, Sean, je veux que vous trouviez ce Joseph Valachie. J'ai entendu dire qu'il avait pris une chambre au-dessus de la boulangerie dans Union Street. Allez lui rendre une visite. Je ne veux pas qu'il soit mort. Pas encore. Je veux qu'un message soit envoyé. Cassez-lui les mains pour qu'il ne puisse pas compter mon argent. Cassez-lui les jambes pour qu'il ne puisse pas marcher dans mes rues. Et apportez-moi ses dents dans un sac. Je veux lui montrer ce qui arrive quand on essaie de mordre un morceau de Red Hook. » Mickey O'Malley sourit en se faisant craquer les doigts. « Ce sera un plaisir, Sharkey. » Pendant ce temps, dans cette chambre du 2e étage au-dessus de la boulangerie, l'odeur du pain frais masquait mal l'attention. La pièce était dépouillée, un lit, une petite table et 2 chaises. Joseph Valachie était assis à la table, démontant et nettoyant méthodiquement un pistolet automatique, Colt modèle 1911. Les pièces étaient tchernoposées sur un drap blanc propre, brillant sous la lumière d'une unique ampoule nue. Tony Bender se tenait près de la fenêtre, une statue contemplant la rue en contrebas. Il n'avait pas bougé depuis près d'1 heure. L'attente était la partie la plus difficile de tout plan. C'était là que les hommes faibles devenaient nerveux et faisaient des erreurs. « Ils arrivent !» dit Bender d'une voix monocorde. Il ne se détourna pas de la fenêtre. Valachie leva les yeux de son travail, ses mains stables. « Combien ?»« 4. Une Buick berline. Les frères O'Malley et 2 autres que je ne reconnais pas. Ils portent des battes. » Valachie hocha lentement la tête, une lueur de satisfaction dans les yeux. Il commença à remonter le pistolet, chaque pièce s'emboîtant avec une précision exercée. Le plan fonctionnait. Le dinosaure avait entendu son nom et était sorti de sa grotte en titubant, aveuglé par la rage et l'arrogance. Il s'attendait à trouver un homme, peut-être 2, qu'il pourrait ni facilement acculer et maîtriser. Il ne s'attendait pas à tomber dans un piège. « Laissez-les entrer dans le bâtiment », dit Valachie à voix basse. Il glissa le chargeur dans la poignée du pistolet et tira la culasse en arrière, chambrant une cartouche. Le métallique « schlick-schlack » était anormalement fort dans la pièce silencieuse. Nous les accueillerons dans les escaliers. Dehors, les portières de la Buick claquèrent. Des pas lourds crissèrent sur le trottoir. La porte d'entrée de l'immeuble grinça en s'ouvrant, puis claqua en se refermant. Un moment de silence, puis le son commença. Le pas lent et lourd de 4 hommes montant l'escalier de bois grinçant, leur confiance évidente à chaque pas. C'étaient des chasseurs se rapprochant de leur proie. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient ceux qui étaient traqués. Le bruit des lourds pas dans les escaliers était un battement de tambour qui annonçait la violence. Mickey O'Malley était en tête. Une batte de baseball Louisville Slugger posée sur son épaule. Il sourit à son frère Sean qui était juste derrière lui, portant un morceau de tuyau de plomb. Il pensait être en train d'effectuer une collecte de routine d'un autre genre. Une collecte de douleur. Ils imaginaient un mafieux terrifié, suppliant pitié. L'arrogance était si épaisse qu'on pouvait la sentir, un mélange nauséabond de whisky bon marché et d'autosatisfaction. Valachie se tenait juste à l'intérieur de la porte de son appartement. Son Colt 1911 tenu bas et hors de vue. Tony Bender était plaqué contre le mur.
de l'autre côté du étroit palier. Le plan était brutalement simple. Galliano avait appris à Valachie que la tactique la plus efficace était souvent celle que votre ennemi n'envisageait jamais. Les hommes de Shark et Finn s'attendaient à une bagarre à coups de poing ou, au pire, à un couteau. Ils ne s'attendaient pas à la finalité froide et impersonnelle des coups de feu dans un espace étroit et clos. Ce n'était pas une rixe, c'était une exécution. Alors que la tête et les épaules de Mickey O'Malley apparaissaient en haut des escaliers, ses yeux s'adaptaient encore à la faible lumière du couloir. Il vit la porte de l'appartement ouverte et son sourire s'élargit. « Toc, toc, sale macaroni », grogna-t-il en faisant le dernier pas sur le palier. Ce fut alors que Valachie bougea. Il ne sortit pas. Il ne lança aucun défi. Il leva son colt, cala son bras contre le chambranle de la porte et tira. Le rugissement du pistolet de calibre 45 dans l'escalier confiné fut assourdissant, un coup physique qui fit trembler les murs eux-mêmes. La balle, un projectile de 230 grains, frappa Mickey O'Malley en plein torse. L'impact le souleva de terre, sa batte de baseball tombant inutilement dans les escaliers. Un regard de choc total déforma ses traits avant que ses yeux ne deviennent vides et qu'il ne s'effondre en arrière, un poids mort dégringolant sur son frère. Sean O'Malley, pris complètement au dépourvu, trébucha lorsque le corps de son frère s'écrasa sur lui. Il eut à peine le temps de comprendre le coup de feu avant que Tony Bender n'agisse. Le grand homme fut étonnamment rapide. Il bondit sur le palier, ignorant les deux voyous derrière Sean, et abattit sa propre arme, pas un pistolet, mais un petit marteau à planer lourd. La tête en acier trempé frappa la tempe de Sean avec un craquement humide et répugnant. Il tomba sans un bruit, s'affaissant en tas sur son frère mort. Les deux voyous restants, leurs visages masqués de pure terreur, étaient piégés dans l'escalier. Les corps des frères O'Malley formaient une macabre barricade devant eux. L'un d'eux, un jeune punk plus bravache qu'astucieux, fouilla dans son manteau, essayant de sortir un revolver. Il n'en eut jamais le temps. Valachie tira à nouveau. Le second coup fut aussi précis que le premier. Il atteignit le jeune voyou à la gorge et il gargouilla une fois avant de glisser le long du mur, laissant une traînée rouge sombre sur le papier peint à fleurs délavées. Le quatrième homme laissa tomber sa batte. Elle dévala les marches avec un cliquetis creux. Il leva les yeux vers Valachie, les mains levées, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Il était paralysé par une terreur si profonde qu'elle lui avait volé sa voix. Valachie sortit sur le palier, le pistolet toujours braqué sur la tête de l'homme. L'air était épais de l'odeur âcre de la poudre. Bender se tenait au-dessus des frères O'Malley, le marteau pendant de sa main, le visage impassible. « Retourne voir Shark et Finn », dit Valachie, sa voix aussi froide et dure que l'acier de son arme. « Dis-lui ce que tu as vu. Dis-lui que c'est son avertissement unique et définitif. Les quais de Brooklyn appartiennent désormais à la famille Galliano. Il peut prendre sa retraite, il peut quitter la ville, ou il peut finir accroché dans sa propre boucherie. Le choix lui appartient. » Il fit une pause, laissant l'homme assimiler la scène de carnage. « Maintenant, sors. » L'homme n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il recula en courant dans les escaliers, trébuchant sur ses propres pieds, et s'enfuit dans la nuit. Le silence descendit dans la cage d'escalier, rompu seulement par le léger goutte à goutte du sang sur les marches en bois. Valachie regarda les corps, son visage impassible. Il venait de tuer 2 hommes, et avait fait expédier un autre avec une brutalité efficace. Il n'y avait ni remords, ni hésitation. C'était simplement le coup des affaires. C'était le langage que comprenaient des hommes comme Shark et Finn. On ne débat pas avec un dinosaure, on l'abat. « Il faut bouger », dit Bender, sa voix un grondement sourd. « La police sera là bientôt. »« Qu'ils viennent » répliqua Valachie, éjectant le chargeur vide de son pistolet et y glissant un neuf. Le temps qu'ils comprennent qui sont ces hommes, Shark et Finn aura reçu le message. Et tous les autres petits malfrats de Red Hook auront entendu l'écho. Il regarda les corps, non pas avec fierté, mais avec l'évaluation froide d'un artisan examinant son travail.
Il n'avait pas seulement éliminé 4 des hommes de main de Finn. Il avait brisé son aura d'invincibilité. Il avait prouvé que les anciennes méthodes avec des battes et des tuyaux ne pouvaient pas rivaliser avec l'efficacité organisée et impitoyable du nouvel ordre. Le rugissement du dinosaure avait reçu en réponse la morsure de la vipère. La nouvelle de l'embuscade dans l'escalier s'est propagée à travers les sombres veines de la pègre de Brooklyn plus vite qu'un télégraphe. Ce n'était pas seulement la violence qui a choqué les gangs locaux, c'était la précision. Les frères O'Malley étaient des légendes à Red Hook, des bagarreurs de bar qui avaient terrorisé les quais pendant une décennie. Qu'ils soient éliminés si rapidement, si cliniquement, était impensable. C'était comme entendre qu'un mur de briques avait été abattu d'un seul coup de poing. L'histoire racontée par le survivant terrifié, embellie à chaque nouvelle répétition, dépeignait Valachi non pas comme un gangster, mais comme un fantôme, un ange de la mort silencieux et bien habillé. Sharky Finn entendit la nouvelle dans sa boucherie. Le survivant, un homme nommé Paddy Ryan, se tenait devant lui, tremblant si fort qu'il pouvait à peine parler. Quand il eut fini son récit, Finn ne se mit pas en rage. La fureur avait disparu, remplacée par une froide et profonde terreur qui s'installa dans le creux de son estomac. Il regarda autour de lui dans sa boutique, les carcasses suspendues et les outils familiers de son métier. Pour la première fois, cet endroit ne lui semblait pas une forteresse. Il lui semblait un tombeau. Le message de Valachi, délivré par Paddy, n'était pas une menace. C'était une condamnation à mort, et Finn se voyait offrir la chance de signer son propre pardon. Pendant 3 jours, Finn n'a rien fait. Il a beaucoup bu. Assis dans l'arrière-boutique de son magasin, le couperet à viande posé sur la table devant lui. Son empire, bâti sur 20 ans d'intimidation et d'effusion de sang, s'effondrait autour de lui. Ses coursiers ne venaient chez plus donner de nouvelles. Ses raquets de protection n'étaient plus collectés. Personne ne voulait être associé à un homme mort qui marche. La peur que Valachi avait si habilement brandie contre Frankie Costello agissait maintenant en remontant la chaîne alimentaire, empoisonnant toute l'opération de Finn par le bas. Le 4e jour, Joseph Valachi fit son prochain mouvement. Il n'envoya pas d'autres messagers. Il vint lui-même. Il entra dans Finn's Meats en plein après-midi, vêtu d'un costume gris sur mesure et d'un fedora. Il était seul. Tony Bender attendait dehors dans la Ford berline, le moteur en marche. La boutique était vide à l'exception de Finn, qui était assis à sa table habituelle au fond, fixant une bouteille de whisky irlandais à moitié vide. Il leva les yeux quand Valachi entra, les yeux injectés de sang et fatigué. Il avait l'air 10 ans de plus qu'il y a une semaine. Le couperet de boucher était toujours sur la table, mais il ressemblait plus à un accessoire qu'à une arme. Valachi marcha lentement vers la table et s'assit en face de Finn, posant son chapeau sur la surface en bois marqué. Il ne chercha pas d'arme. Il n'éleva pas la voix. Il rencontra simplement le regard du boucher. « C'est une belle boutique, Sharkey, » dit Valachi d'une voix douce. « Vous avez bâti une bonne affaire ici. » Finn grogna, se resservant un verre d'une main tremblante. « Que voulez-vous, Valachi? Vous venez pour finir le travail ?»« Non, » répondit Valachi. « Je suis venu finaliser notre arrangement. Mes employeurs à Manhattan croient en l'ordre. Ils croient en l'efficacité. Ce qui est arrivé à vos hommes était inefficace, un gâchis, mais c'était nécessaire pour attirer votre attention. Maintenant que je l'ai, nous pouvons être civilisés. » « Civilisés » Finn ricana, un rire amer lui échappant. « Vous appelez ça civilisé ?» C'est plus civilisé que de laisser ce territoire sombrer dans une guerre qui s'abattrait de tout son poids sur nous tous, la police et le gouvernement fédéral, expliqua Valachi calmement. Il ne parlait pas en tant que rival, mais en tant que cadre supérieur expliquant une prise de contrôle d'entreprise. Vous faites les comptes, quelques opérations de prêts usuraires, vous avez un morceau du syndicat des dockers. C'est un portefeuille désorganisé. Nous allons le consolider. Désormais, tous les bénéfices seront centralisés. Un tribut hebdomadaire de 20% ira à la commission. En échange, vous aurez leur protection. Personne ne vous défiera.
votre territoire sera sécurisé et vous répondrez devant moi. Il ne prenait pas seulement le contrôle, il offrait à Finn un nouveau rôle. Un employé salarié dans une corporation beaucoup plus grande. Il lui permettait de sauver la face, de conserver son titre de patron de Red Hook, même si le pouvoir ne serait plus le sien. Finn fixa son verre de whisky. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Il pouvait se battre. Et lui et ce qui restait de son équipage seraient massacrés. Ou il pouvait accepter. Il pouvait ravaler sa fierté et vivre. Il était un dinosaure, et le monde avait changé autour de lui. L'âge de glace était arrivé. 20%, dit Finn, les mots lui brûlant la bouche comme de la cendre. 20%, confirma Valachi. Et en retour, tu continues à respirer. Tu gardes ta boutique. Tu continues à être Shark et Finn. Tu fais juste partie d'une équipe plus grande maintenant. Lentement, douloureusement, Finn hocha la tête. Il fit glisser le couperet à travers la table, le tournant de manière à ce que le manche soit face à Valachi. C'était un geste de reddition, l'offrande de l'épée d'un roi à son conquérant. Valachi regarda le couperet, mais ne le toucha pas. « Garde-le, dit-il. Tu es toujours le boucher. Souviens-toi juste à qui appartient la boutique. » Il se leva, mit son chapeau et sortit, laissant Finn seul avec son whisky et ses fantômes. Alors que Valachi retournait au soleil sur Van Brunt Street, il savait qu'il avait fait plus que prendre le contrôle d'un seul racket. Il avait planté un drapeau. Il avait établi une tête de pont pour la commission dans le territoire sauvage de Brooklyn. Les raquettes de chiffres n'étaient que le début. Maintenant venait le vrai travail. Les docks, les syndicats, l'alcool et les stupéfiants illicites. Il utiliserait Finn comme une marionnette, un visage local pour masquer le véritable pouvoir. Il utiliserait ses méthodes, renseignements discrets, planification méticuleuse et application chirurgicale de la terreur, pour absorber chaque entreprise criminelle une par une. Brooklyn était un empire tentaculaire et chaotique attendant d'être construit, et Joseph Valachi venait de poser la première pierre. La conquête de Shark et Finn ne fut pas une fin, mais un début. Les raquettes de numéros de Red Hook, alimentant désormais directement les coffres de la famille Galliano, Joseph Valachi tourna son attention vers le véritable enjeu, le front de mer de Brooklyn. Les années 30 furent une période désespérée. La Grande Dépression étranglait la nation, et nulle part le désespoir n'était plus palpable que sur les quais. Des milliers d'hommes faisaient la queue chaque matin, espérant une journée de travail. Leur destin entre les mains des chefs d'embauche qui contrôlaient les quais. Ces chefs, à leur tour, étaient contrôlés par les gangs qui régnaient sur les jetés. Contrôlez les syndicats, et vous contrôliez le flux de chaque caisse qui entrait ou sortait de la ville. Valachi n'aborda pas ce défi avec la force brute d'un homme comme Finn. Il l'aborda comme un architecte. Il passa des semaines à observer, à apprendre et à cartographier le réseau complexe de pouvoir qui s'étendait des salles d'embauche au bureau d'expédition. Il identifia les acteurs clés, des hommes comme Albert Anastasia, le brutal exécuteur de la famille Mangano, qui dirigeait les dockers de Brooklyn d'une main de fer, et les gangs juifs indépendants, dirigés par des hommes comme Bugsy Siegel, un associé de Meyer Lansky, qui contrôlait les sections syndicales par une combinaison de corruption et de violence. Au lieu de déclarer la guerre, Valachi se présenta comme un médiateur de paix et de prospérité. Sa réputation suite à la prise de contrôle des Finlandais le précédait. Il était connu comme un homme qui tenait parole, mais dont l'alternative à un accord pacifique était rapide et définitive. Il commença par rencontrer les acteurs plus modestes, les parrains italiens et irlandais, qui contrôlaient une seule jetée ou une section syndicale spécifique. Une de ces rencontres eut lieu dans un bain turc rempli de vapeur à Williamsburg, un terrain neutre où les armes étaient impossibles à dissimuler. Valachi, enveloppé dans une serviette, s'assit en face de Pittet, le taureau, Gérardi, un capo-régime notoirement têtu qui contrôlait la section 18-14 de l'International Longshoremen's Association. Gérardi était un homme taureau, couvert d'épais poils noirs, qui croyait que son contrôle était absolu. « Je dirige le quai 6 depuis 15 ans, Valachi, » grogna Gérardi, la sueur perlant sur son front. «
Mon père le dirigeait avant moi. Nous n'avons besoin d'aucune aide de Manhattan. Je ne propose pas d'aide, Pité, dit Valachie, sa voix un murmure calme dans la vapeur sifflante. Je propose un partenariat. Pour l'instant, tu prends ce que tu peux sur les frais de chargement. Tu extorques les ouvriers pour une part de leur salaire. C'est une bonne vie, mais elle est modeste. Tu penses au quai, je pense à tout le port. Et si, au lieu de prendre juste une part, nous contrôlions toute la tarte? Il exposa sa vision. Un système unifié. Tous les syndicats locaux opérant sous un seul conseil d'administration officieux. Il contrôlerait non seulement l'embauche, mais aussi les horaires d'expédition. Il pourrait favoriser certaines entreprises, en retarder d'autres, garantissant que les marchandises de leurs clients soient déplacées le plus rapidement possible. Ils auraient une connaissance préalable de chaque envoi de valeur, soie, whisky, machinerie industrielle, bien avant qu'ils n'atteignent les quais, permettant ainsi des vols organisés et ciblés. Ils contrôleraient le flux de stupéfiants arrivant d'Europe et d'Asie, cachés dans des caisses d'olives ou des rouleaux de tissu. « C'est trop gros », ricana Gérardi. « Anastasia n'accepterait jamais. Les Juifs n'accepteraient jamais. Ils s'entretueraient avant. C'est là qu'intervient la commission, » expliqua Valachie. « Charlie Luciano a déjà parlé avec Vincent Mangano. Anastasia comprend la valeur d'un arrangement pacifique qui enrichit tout le monde. Meyer Lansky voit la logique dans un système qui minimise les risques et maximise les profits. Fini le temps des combats pour les coins de rue, peut-être. C'est la nouvelle façon de faire, c'est organisé, c'est du business.